Oui, on a le plaisir ce soir d'accueillir Christian Firenze, qui a la gentillesse de venir nous rejoindre depuis Bruxelles. Avec grand plaisir. Et nous avons déjà rencontré Christian au moins 2 fois. Trois. C'est la troisième. Quatrième. Quatrième. Ouh. Oui. Et je dois dire que cette fois-ci, d'abord, je crois qu'il faut rappeler que Christian est vraiment un lecteur extrêmement attentif. Il a aussi fait des lectures de l'étourdi. Malheureusement, il y a beaucoup de livres et peu de soirées, donc nous n'avons pas pu t'inviter pour ce livre-là. Mais tous tes livres font preuve du lecteur attentif que tu es. Et ce livre en témoigne encore une fois. Mais dans ce livre, il y a 2 signifiants ou 2 mots, disons, qui reviennent d'une façon insistante dans ton travail, c'est réflexion et questionnement. Or, je voulais rappeler que Christian Firenze est inscrit dans une association en Belgique qui s'appelle le questionnement psychanalytique, dont il porte ce signifiant fondateur d'une façon extrêmement forte et très insistante, on peut dire ça comme ça. Alors, cette fois-ci, c'est vrai que dès qu'on a reçu ce livre, comment ne pas y être intéressé d'emblée, l'âme du narcissisme. Déjà, on a un peu l'impression que le narcissisme, le moi, c'était des choses et l'imaginaire un peu négligées, disons, ou pas ce qui semblait le plus intéressant. Et justement, Christian Firenze reprend cette question, on peut dire, qui a maintenant 100 ans, puisque Christian relit avec énormément d'attention le texte de Freud sur Introduction au narcissisme, qui date de 1914. C'est effectivement quasiment 100 ans. Alors, il en fait bien sûr une lecture extrêmement attentive, mais c'est Freud après Lacan. Donc, Christian traverse le narcissisme, bien sûr, avec ce que Freud a pu inaugurer sur cette question, et qu'il reprend et qu'il relie avec tout ce que Lacan lui a appris aussi, et notamment autour du réel, symbolique et imaginaire. Mais il y a quelque chose, l'interphone, il y a quelque chose aussi qui est très très précieux dans le travail de Christian, c'est qu'il reprend des questions qui nous intéressent tous et qui nous préoccupent tous sur la psychanalyse aujourd'hui. La psychanalyse aujourd'hui, dont Christian Firenze, il le dit très très bien, c'est un petit livre, je vous recommande vraiment de le lire. Il rappelle bien sûr le climat dans lequel la société est actuellement, où le narcissisme, bien sûr, est quelque chose qui semble avoir rempli un champ très important avec tout ce qui se fait autour du bien-être, de l'estime de soi, toutes les thérapies qui se concernent. Voilà, le bien-être et l'estime de soi, comme si c'était une valeur essentielle. Et il rappelle effectivement qu'on parle de plus en plus des pathologies narcissiques et du pervers narcissique qui est devenu aussi quelque chose de connu de tous. Les patients en parlent de façon extrêmement courante, le pervers narcissique, comme si ça existait en soi, comme une entité clinique. Or, justement, le travail de Christian redonne à tout ça un peu de sens. Et il reprend vraiment la question du narcissisme dans ce qu'elle a vraiment d'essentiel, à la source, au fond, de tout le reste de ce qui a pu s'organiser dans la métapsychologie, le narcissisme comme le fond caché. Et
en fait, il passe du spéculaire, puisque le narcissisme nous renvoie tous à l'image et au spéculaire, au spéculatif et à la réflexion et la réflexivité. Et je pense que c'est autour de ça qu'on a envie de l'entendre, bien qu'il le déploie vraiment très très largement dans son livre, mais il ouvre donc une autre dimension qui sinon était complètement devenue, c'était complètement voilée, ou peut-être nous ne pouvions pas, on n'avait peut-être pas les moyens non plus d'entendre véritablement ce que cette notion portait jusque-là. Peut-être aussi l'éclairage de Lacan a-t-il ouvert, a-t-il permis de lire le narcissisme aujourd'hui autrement? Je ne sais pas, j'avais envie de partir de là et de t'entendre un peu nous dire comment le narcissisme était revenu comme une nécessité actuelle à revisiter pour redonner un peu d'âme à la chose, si on peut dire. Merci Delia pour ton accueil, ta lecture. Je pense de fait que la question de l'éclairage de Lacan est fondamentale et en même temps qu'elle risque d'être trompeuse. Parce que bien sûr, nous sommes habitués à concevoir le narcissisme comme quelque chose d'imaginaire. Et donc à vouloir l'écarter, le dépasser, le considérer comme une pathologie dont il faudrait se débarrasser, alors qu'il me semble que quand Freud introduit le narcissisme en 1914, il n'introduit pas du tout un nouveau concept qui caractériserait une certaine partie de l'humanité, mais il introduit un concept, il faut voir si c'est un concept d'ailleurs, il introduit en tous les cas quelque chose qui va faire tout autre chose que d'essayer de caser les gens dans la case, par exemple, narcissique. Le narcissisme tel qu'il est introduit par Freud, même s'il peut apparaître d'abord comme imaginaire, et, mon Dieu, nous rencontrons tous des personnalités narcissiques, et il suffit de vivre d'ailleurs dans une société de psychanalystes pour en rencontrer des tant et plus. C'est là que ça se rencontre très largement. On les rencontre, mais la question c'est de savoir ce qui est en jeu dans ce narcissisme, ce qui est en jeu dans le processus qui a éventuellement amené à une image ou un imaginaire narcissique. C'est donc pour cela que j'ai appelé mon livre « L'âme du narcissisme » et pas le narcissisme lui-même. Et que je fais mettre sur la couverture, non pas une figure de Narcisse qui se mire dans la source, mais Psyché qui se pose des questions, notamment à propos de l'amour. Quand nous rencontrons donc, ou quand il nous vient à l'esprit, en écoutant des gens, en rencontrant quelqu'un, en analysant, disons, quand il nous vient à l'esprit que c'est quand même une personnalité narcissique, eh bien, je pense, enfin c'est de toute façon comme ça que moi je verrai les choses, je pense que l'important, c'est de déjà percevoir que dans ce côté imaginaire, bien sûr, et cet imaginaire narcissique assez évident, ce qui est en jeu, c'est quelque chose de beaucoup plus fondamental que le narcissisme imaginaire. Donc il y a là un processus, je dirais, fondamentalement de réflexion, qui fait que une personnalité narcissique ou quelque chose qui nous apparaît comme narcissique est fondamentalement non pas la chose dont il faudrait se débarrasser, mais au contraire la matière même du travail que nous allons pouvoir faire avec cette personne. C'est-à-dire l'interrogation du sujet
ou du moi, tel qu'il va développer, Freud parle du développement du moi, tel qu'il va développer un moi, mais qui n'est pas simplement un moi imaginaire qui prend toute la place. Et donc je pense que ce concept de narcissisme, loin d'être la caractérisation d'une pathologie, de pathologie actuelle, est au contraire la mise en évidence d'un processus fondamental d'interrogation qui se trouvait chez Léonard de Vinci, qui se trouvait aussi sans doute chez Schreber, et qui se trouve dans toutes les créations, et qui, à mon sens, doit se trouver à la naissance même d'une pratique de la psychanalyse. Et donc ce concept de narcissisme est, à mon sens, quelque chose qu'il faut développer, non pas dans le sens simplement imaginaire, mais dans le sens d'un questionnement, d'une réflexion, comme tu le pointais aussi très justement dans mon texte, d'une réflexion qui est déjà là et que l'analyse va pouvoir développer. On comprend alors pourquoi ce texte d'introduction du narcissisme a une importance, à mon sens, si considérable dans l'œuvre de Freud. 1914, l'introduction du narcissisme, c'est l'introduction d'un terme qui va permettre à Freud de soutenir sa réflexion et de développer tout ce qui viendra après. Son interrogation sur le système pulsionnel est en jeu dans ce texte-ci. Et ce n'est pas simplement l'interrogation de Freud qui est engagée. Je pense que si nous lisons convenablement ce texte, et si nous lisons convenablement le narcissisme, c'est notre propre interrogation qui est relancée et qui nous amène non pas à une réponse définitive, non pas une réponse définitive qui nous dirait par exemple que telle personne est ceci ou est cela, mais au contraire à nous questionner sur le mécanisme de constitution narcissique de cette personne qui vient nous parler et qui vient justement faire ce travail. Sans le narcissisme, il n'y aurait pas ce travail d'interrogation qu'est la psychanalyse. Pour étayer ta réflexion, tu prends effectivement, tu te penches sur Léonard et Schreber. Est-ce que tu peux nous parler un peu pour comment tu t'es orienté dans cette clinique de Freud de Freud. Oui. Mais historiquement, d'abord, c'est comme ça que ça s'est passé. Pour Freud, dans l'introduction du narcissisme, elle est précédée par le Léonard et par Freud. Et le Léonard de Vinci, comme vous le savez, il avait vécu seul avec sa mère, puisqu'il était l'enfant d'une union illégitime entre un notaire et une femme de moindre condition. Le notaire ne l'avait pas reconnu, et donc il vivait avec sa mère dans une union apparemment parfaite, jusqu'à 4 ans, jusqu'au moment où le notaire ayant pris une femme légitime et celle-ci n'ayant pas d'enfant, elle voulait quand même récupérer l'enfant, donc il est retourné chez son père. Ce qui est intéressant, c'est que c'est l'interrogation que Freud prête en tous les cas au petit Léonard sur qu'est-ce qui se passe enfin, comment est-ce qu'un enfant naît, est-ce qu'il peut naître simplement d'une femme sans l'intervention d'une tierce personne. Donc ça c'est le travail de réflexion, et Freud développe très bien comment ce travail de réflexion du petit Léonard, donc c'est ici que le terme de réflexion est tout à fait important, va l'amener, on pourrait dire, à un narcissisme extraordinaire, le narcissisme de Léonard de Vinci, mais d'abord, avant cela, à cette position d'un chercheur qui rentre dans la réflexion, on connaît ce dessin scientifique, et d'un chercheur aussi qui introduit un autre élément,
C'est quand même, on connaît plus Léonard de Vinci comme peintre que comme chercheur du côté des ingénieurs. Et de cela, je pense que ça, c'est très instructif. Freud met en évidence que ce qui se joue chez Léonard, donc c'est cette réflexion, c'est ce travail de recherche fondamentalement inscrit dans sa petite enfance. Mais Freud note une phrase chez Léonard qui est celle-ci à peu près, enfin je vous l'ai dit comme ça de mémoire, pour aimer quelqu'un, il faut d'abord connaître. Il faut d'abord connaître la personne. Naturellement, ça ne pouvait que choquer Freud, qui sait très bien que pour aimer quelqu'un, on ne commence pas par l'analyser psychologiquement ou d'une autre façon. Mais ça ne se passe vraiment pas comme ça. L'amour est premier et la connaissance vient peut-être après avec les déboires de l'amour. Donc c'est plutôt dans l'autre sens. Et donc, Freud dit, Léonard devait bien le savoir lui-même aussi. Il devait bien le savoir lui-même. Et donc c'est une inversion des valeurs de l'amour et de la connaissance. Donc on aime d'abord et on connaît ensuite. Or je pense que cette phrase, elle nous questionne aussi, parce que nous sommes habitués à poser le sujet en psychanalyse à partir du cogito cartésien, par exemple. Et on pourrait dire que le cogito cartésien a bien l'air de se poser précisément dans l'ordre de la connaissance, même si c'est la forme du doute cartésien. Je pense donc je suis. C'est une formule qui pourrait nous aider à situer le sujet. Or, à la suite du narcissisme, à la suite d'une lecture du narcissisme, on pourrait peut-être renverser la proposition du cogito cartésien et dire non pas cogito ergo sum, mais amo ergo sum. C'est-à-dire que nous aurions une position qui, non de la connaissance, mais de ce questionnement de l'amour qui est en jeu dans le narcissisme, et précisément dans le narcissisme de Léonard. Je ne vais peut-être pas développer plus ce narcissisme de Léonard. C'est-à-dire que Freud dit que Schreber est parti de cette position homosexuelle, moi un homme, je l'aime, lui un homme. Donc, amour homosexuel pour son père et pour son frère, le père et le frère de Schreber étant décédés, ça faisait naturellement un trou. Et de nouveau, une fameuse question pour Schreber, qui avait cet amour homosexuel privé d'objet. Donc un travail de réflexion qui va se jouer. Et Freud joue vraiment là-dessus pour développer ce qui s'est passé chez Schreber. Et il le fait d'ailleurs à partir de ce qu'il appelle un refoulement. Donc pour Freud, c'est bien un refoulement de cette position d'amour homosexuel. Il cadre vraiment l'histoire de Schreber dans la conceptualisation du refoulement, c'est-à-dire d'un conflit pulsionnel, et ce conflit pulsionnel qui amène la réflexion de Schreber. Et donc Freud va développer précisément cet amour. Il va dire que chez le paranoïaque, il faut peut-être entendre avec Lacan que le paranoïaque, c'est tout qui a une personnalité, que la paranoïa et la personnalité c'est la même chose. Donc il ne faut pas se contenter de dire c'est le paranoïaque et nous autres on est en dehors du coup. Non, paranoïaque et personnalité, même structure. Donc c'est la même structure d'interrogation de ce que c'est que l'amour. Et donc l'amour est questionné pour Freud en fonction du sujet, je l'aime, du verbe aime et de l'objet. Et avec toutes ces interrogations et ces mises en question du sujet, du verbe
et du complément de l'objet aimé, Freud déduit, mais purement, on pourrait dire grammaticalement, les différentes formes de paranoïa, mais on pourrait dire les différentes dimensions qui rentrent dans ce que c'est qu'une personnalité. Ce qui me semble important, c'est de voir que ça se joue de nouveau à partir de ce questionnement sur l'amour, et un amour qui est dépouillé autant que faire se peut de toute dimension imaginaire. C'est vraiment la coupure signifiante qui est en jeu là-dedans, et je pense que c'est ce que nous avons à entendre lorsque nous avons comme ça la perception de quelque chose de narcissique chez quelqu'un que nous voyons, que nous entendons. Maintenant, les deux destins sont très très différents, puisque le destin de sublimation de Léonard de Vinci, c'est quand même meilleur, on pourrait dire, que la production délirante de Schreber. Ce qui est certain, c'est que Freud n'arrive pas à différencier très clairement pourquoi l'un est devenu un grand peintre et que l'autre est devenu un grand paranoïaque, une grande pathologie. Mais c'est la même structure qui est en jeu avec cette interrogation du narcissisme. On pourrait dire c'est un fondement, mais quand on dit un fondement, on aurait l'impression que c'est quelque chose qui est acquis, qui est assis, qui est stable. Or, il me semble justement que ce que Freud démontre très clairement, c'est le développement du moi, et un développement du moi qui n'est jamais développé, enfin qui n'est jamais fini d'être développé. On ne peut pas dire que nous avons développé le moi, que maintenant nous avons le moi avec nous et que nous allons pouvoir faire autre chose. Je pense que l'introduction du narcissisme montre exactement le contraire. Ce qui laisse naturellement une possibilité pour la psychanalyse qui est à milieu de cette conception de la Vulgate où on dirait tout se joue avant 4 ans, avant 6 ans. Mais je dois dire que j'ai écrit ce livre avant. Enfin, en grande partie, ce livre a été écrit, je crois, il y a 8 ans. Et puis, c'est resté dans... De façon peu importe, l'essentiel, c'est que Mais justement ça n'est pas une réponse, en tous les cas, au livre d'Alleux, mais je suis tout à fait d'accord avec votre remarque, que je pense que... Et que ça nous incite à reprendre Lacan avec quand même une très grande précaution. Parce que nous sommes habitués bien sûr aux catégories imaginaires, symboliques, réelles. Donc nous pouvons très facilement classer les concepts dans des petites cases. Mais en faisant ça, nous sommes tout à fait à côté de la pensée lacanienne. Nous passons tout à fait à côté de ce que c'est que la pensée telle que Lacan l'a introduite. Et que donc, au contraire, il faut reprendre chaque fois les concepts et que nous n'en avons jamais fini. Autrement dit, que nous n'avons jamais le fondement. Ça, je pense que c'est très important et que c'est ce qui est en jeu dans le texte de Freud. Mais Freud dit déjà que l'amour est narcissique. Oui. C'est très clair. Mais Lacan aussi, on va dire. Oui, mais Freud d'abord. Oui, bien sûr. et notamment dans le narcissisme, quand il essaye de trouver quand il essaye de voir ce que c'est que le narcissisme, dans la deuxième partie de son texte de 1914, il s'adresse à l'amour comme exemple de narcissisme, alors qu'on pourrait croire que aimer quelqu'un d'autre, c'est justement le contraire d'être narcissique. Ben non, c'est pas du tout le contraire. Je pense qu'on ne peut pas caractériser les choses, on doit le penser pour faire apparaître, bien sûr, un côté imaginaire, mais plus fondamentalement, un questionnement réel et symbolique qui est sous-jacent. C'est ça. C'est sous-jacent. C'est sous-jacent. Alors que dans le langage courant, on aurait tendance à parler de l'imaginaire, l'amour est imaginaire, etc. Et qu'on est constitué de façon très problématique. C'est-à-dire, et ça fait partie du narcissisme. Parce
On pourrait croire que le sujet qui désinvestit les objets extérieurs, hein, va réinvestir cet amour sur lui-même. Ça, c'est un schéma relativement simpliste, parce qu'on considère qu'il y a les objets et la personne, ça fait deux pôles, et on va de l'un à l'autre, on investit d'un côté ou de l'autre. Mais c'est beaucoup plus complexe. D'abord parce que Freud distingue bien le fait que quand le sujet désinvestit les objets extérieurs, il n'investit pas. Bon, il désinvestit, ça c'est ce qu'on pourrait dire le refoulement. Hein, c'est ce que Freud appelle le refoulement. Il investit maintenant où alors? Il peut investir sur ce que Freud appelle le moi, donc le narcissisme. Il peut aussi investir sur des objets fantasmatiques. C'est ce que fait le névrosé. Il y a tout un monde qui est... Ça, c'est encore un objet, même si c'est un objet intérieur. Or, ce qui intéresse Freud, c'est de poser la question de cet investissement du moi. Mais le moi lui-même est problématique. C'est ce que Freud traite de façon, me semble-t-il, très claire pour introduire le narcissisme. Ce moi doit être développé. Et il se développe dans le mouvement même où il retire ses investissements des objets extérieurs sur quelque chose qui serait le moi et qui se constitue dans cet investissement, hein, à travers les figures du moi idéal et de l'idéal du moi, qui sont, à mon avis, très clairement distingués dans Freud, enfin, en tous les cas, conceptuellement, même si je pense que les termes d'ailleurs sont très clairs. Même chez Lacan. Ah oui, chez Lacan aussi, mais chez Freud, c'est... La grappe du désir, c'est quand même... Chez Lacan aussi, bien sûr, mais chez Freud, en 1914, c'est déjà bien explicité. Mais à condition que l'on conçoive que le narcissisme, c'est ce mouvement complexe qui ne peut pas être... où on ne peut pas supposer que les pièces sont déjà en place et qu'il y ait un tournant narcissique. Les pièces ne sont pas en place. Le moi n'existe pas indépendamment de ce mouvement que nous devons mettre en œuvre. Moi, je ne pense pas que c'est le fond de la pensée de Freud. Non, non. Vous, qu'est-ce que vous en pensez Non. quand vous parlez de la personnalité? Mais je pense plutôt dans la ligne de Freud, c'est-à-dire que la personnalité ne se réduit pas du tout à une forteresse, mais il faudrait plutôt la comprendre à partir d'une interrogation sur cette... donc, il ne suffit pas d'une forteresse, il y a cette interrogation sur ce que c'est que moi, j'aime l'autre. Et cette interrogation, elle est dans la paranoïa à partir de l'explicitation de Freud, mais on peut le comprendre de façon très claire pour tout un chacun. Quand je dis « moi, j'aime telle personne », nécessairement se pose la question, enfin si on est un peu sérieux, qu'est-ce que ça veut dire que aimer? Est-ce qu'il n'y a pas des sentiments qui se renversent, de haine, qui se jouent? Je pense qu'il ne faut pas avoir vécu très longtemps avec quelqu'un pour revoir quand même que c'est pas quand même l'amour tout rose. Donc il y a des choses qui se renversent du côté de cette interrogation, des choses qui se renversent du côté de moi qui aime et et où je suis questionné dans ma sexualité. Et la même chose du côté de l'autre, et des choses, qu'est-ce qu'elle aime en moi, qu'est-ce qui s'aime. Il y a ces questions qui sont engagées tant du côté du sujet que du verbe, que du côté du complément d'objet direct. Et ça, c'est ce qui est plus fondamental que de dire, bon, il y a une forteresse, hein, c'est-à-dire... Qu'est-ce que c'est que la personnalité par rapport à ce que vous dites? Je ne vois pas comment vient ce mot de personnalité par rapport à ce que vous décrivez de
Je l'aime, je le hais, Mais la Trois personnalité, personnalités. la personnalité, ça, tel que vous la décrivez, ce serait comme une unité de bétonnée. on pourrait Oui, dire. non, mais c'est parce que je n'arrive pas à l'imaginer, hein, c'est Non, une non. vraie question. Mais alors, ce qu'il faut penser pour avoir une vraie personnalité, et je pense que ça tient au terme de personnalité lui-même, c'est que dans cela, il y a un questionnement sur cette unité qui se fait. Sur cette unité qui se fait, bien sûr, sous la forme chez Freud, de cet amour homosexuel, moi un homme, je l'aime, lui un homme. Hein, un questionnement, justement, qui découpe toutes les articulations de cette forteresse, si je reprends votre image. Ce qui est naturellement tout autre chose. Autrement, vous voyez la personnalité comme une carapace immobile. Mais je pense qu'il faut la voir justement comme une carapace mobile avec ce concept réflexion. Et chez Schreiber, ça fonctionnerait comme ça. Ah, je pense. Oui, c'est pour ça qu'il a écrit ses mémoires, je pense. Enfin, c'est pour ça que Freud se pose la question, qu'est-ce qui fait la différence entre un Léonard de Vinci et Schreiber? Et Freud se pose la question, est-ce que nous pouvons considérer que c'est le fantasme fondamental qui va expliquer ça? Et il dit, mais non. Cette idée, les fantasmes de Schreiber, on peut les retrouver chez tout un chacun, ça n'a rien de typiquement paranoïaque. Est-ce qu'on peut dire que c'est la façon dont le retour du refoulé, parce qu'il inscrit vraiment Schreiber dans l'optique du refoulement, est-ce qu'on peut dire que c'est le retour du refoulé qui se fait sous une forme dont les symptômes seront dits psychotiques parce que c'est une forme de retour du refoulé typique? Et Freud dit, non, je n'arrive pas à expliquer ça non plus, parce que je pourrais bien dire que c'est la projection, mais d'abord il y a des projections dans la vie normale qui ne font pas des pathologies semblables, et ensuite il y a des paranoïas où le côté projectif est très minime. Dans l'érotomanie ou dans la jalousie, c'est minime. Donc il n'arrive pas à expliquer. Et moi je pense que ce que nous devons tenir avec ce texte du narcissisme, c'est que le narcissisme est une injonction à penser, je dirais, qui dépasse les caractérisations de l'objet. Et en ce sens, il me semble que, ça c'est mon point de vue, c'est que ce avec quoi nous avons affaire quand nous tentons de faire, d'écouter dans le cadre de la psychanalyse, nous avons affaire non pas à des pathologies déterminées, jamais nous avons affaire à des gens avec qui on essaye de penser, de parler, de donner l'importance à la parole. Et la question préliminaire à tout traitement de la psychose de Lacan, ce texte célèbre que vous connaissez bien, à mon avis, la question, ce n'est pas de savoir si telle personne est psychotique ou non. La question préliminaire, c'est de poser la question du sujet. C'est de se mettre dans un cadre où on pose la question du sujet. Et il me semble que pour introduire le narcissisme, c'est précisément une introduction de la question du sujet, à condition qu'on ne le rabatte pas sur quelque chose de purement imaginaire. Je pense que le refoulement aussi, il faut le remettre en question et surtout de ne pas le concevoir simplement dans une perspective purement névrosée. Parce que ça, c'est une conception fausse. Et d'ailleurs, Freud, dans le narcissisme, infléchit le sens du refoulement, puisqu'il dit, auparavant, je pensais que le refoulement était l'affaire du moi. Et maintenant, il dit, c'est l'affaire du moi, c'est l'affaire, c'est traduit dans le texte par l'estime du moi. Je pense que ce n'est pas juste, qu'il faut dire que le refoulement est une affaire d'estimation du moi, c'est-à-dire doit s'inscrire
dans ce mouvement complexe du narcissisme. Et je pense que l'exemple que vous prenez, bien sûr, montre que ce dont il est question, ce n'est pas quelque chose d'une conception banale de la névrose comme on est habitué à le comprendre, et que donc ça implique tout un mouvement, précisément, d'estimation de la petite fille qui venait vous parler, et qui a trouvé un écho justement dans votre parole, pour pouvoir développer des choses beaucoup plus loin. Donc excusez-moi, qu'entendez-vous par estimation du moi? Eh bien, on pense que l'estime de soi, c'est toujours dans la tendance imaginaire. J'ai une grande estime de moi, donc je crois que je suis un grand, etc. Hein? C'est naturellement une conception, quelqu'un qui a un grand estime de soi-même, mais je pense que l'estimation, ça implique le mouvement de réflexion sur la place que je suis, notamment dans cet amour. Dans l'estimation, il y a évaluation. Il y a évaluation continuelle. Il y a évaluation continuelle. Et dans le terme allemand, c'est avec le suffixe on. Non, non, mais quand Freud parle d'estimation de soi, cela implique qu'il s'imagine peut-être quelque chose qui est son moi idéal. Oui, à ce moment-là, son moi idéal. Pas seulement, parce que le moi idéal est formé à partir des difficultés sur lesquelles vous insistiez à juste titre. Il n'y a pas de moi idéal purement imaginaire. C'est à partir des questions vraiment du réel et déroutantes que le moi idéal peut se former. Mais ça ne suffit pas. À partir de ce moi idéal, dans le mouvement d'estimation, le moi va se projeter pour essayer de se faire avancer. Et donc il y a un mouvement qui va poser dans le futur un idéal du moi. Hein, et c'est vraiment un mouvement du moi autour de ce moi idéal et de cet idéal du moi. Le moi idéal, il est formé bien sûr avec des éléments extérieurs entre autres. Mais le point de comparaison essentiel, c'est le point de comparaison qu'il y a entre l'idéal du moi, le moi actuel, et le moi idéal, le moi actuel et l'idéal du moi. Donc ce n'est pas en disant moi je suis moins bien qu'un autre, c'est en disant l'idéal du moi n'est pas achevé. C'est là qu'intervient bien sûr le surmoi, qui essaye de voir si ça peut fonctionner, ça ne fonctionne jamais bien sûr. Hein. Donc le surmoi a la partie belle. Hein. C'est ce que Freud déniera. Hein. C'est-à-dire qu'il va renverser les choses, et c'est très clair dans le narcissisme, c'est que nous rencontrons bien sûr des choses à l'extérieur, mais ce que nous rencontrons, dit Freud, est toujours soutenu par notre attention, par notre intérêt, qui est toujours sexuel, au sens large. Hein, bien sûr, c'est pas génital, hein, c'est la sexualité au sens large. Et donc, si nous connaissons quelque chose, c'est que nous y prêtons attention, un minimum d'attention. Et cette attention est toujours soutenue par la sexualité. C'est d'ailleurs, à mon avis, le point le plus important de son désaccord avec Jung. Parce que Jung dit très clairement qu'il ne peut pas comprendre ça. Il ne peut pas comprendre que la sexualité soit sous-jacente à... Et Freud dit pourtant, c'est là qu'est la chose importante. Ce qui fait que le délirant, Freud dit, le délirant, c'est-à-dire celui qui a perdu, supposons, tout contact avec le monde, hein, le délirant absolu, hein, s'explique pour Freud par le fait que tout son intérêt libidinal est rentré sur son moi propre. Et Jung lui dit, ben enfin, pourtant, il y a des gens qui, s'il a retiré tout son intérêt libidinal, ben, il devrait simplement perdre
son côté de l'amour, mais pas les connaissances du monde extérieur. Puisqu'il a retiré son intérêt libidinal sur le monde. Donc les choses du monde en général, de la connaissance, ça devrait pouvoir résister. Freud dit pas du tout. Pas du tout. Parce qu'il a retiré son intérêt libidinal, tout le monde s'écroule. Même celui qui paraissait non sexualisé. Perte de réalité dans la névrose et la psy. Oui, c'est ça. Et la différence. Et on voit très clairement que, oui, dans la perte de la réalité, dans la névrose, c'est une perte de réalité relative, parce que c'est investi sur les objets fantasmatiques, etc. Même chez Schiller, il n'y a pas une perte totale de la... Mais non. Mais je pense que la proposition de Freud de dire que tout est soutenu par l'intérêt libidinal est fondamentale. Parce que ça nous oblige à penser peut-être à la psychanalyse autrement, enfin, sous un autre aspect. C'est-à-dire de ne pas concevoir simplement que c'est une affaire de connaissance, ou que le refoulement c'est une affaire simplement d'un savoir, mais ce savoir, il est fondamentalement soutenu par quelque chose de sexuel. Et donc, on voit que dans le rapport que nous avons avec les analysants, ce côté est aussi fondamental. Non, mais je pense que c'est une conception de la psychanalyse qui essayerait d'expliquer justement les choses en faisant l'impasse, ou en faisant l'impasse sur le côté proprement sexuel en jeu dans le refoulement. C'est-à-dire qui motive cette position de refoulement. Parce que le refoulement, on pourrait croire que c'est une question de connaissance, comme disait Léonard. Hein. Donc, connaissance, il suffit de connaître et de l'apprendre à l'autre. Ça ne fonctionne absolument pas comme ça, bien sûr, on le sait depuis longtemps. Mais si on garde cette conception d'un refoulement où il s'agirait simplement de découvrir un sens caché. Ici, j'ai entendu transfert, là. Si on revenait un peu à la cure, alors. Si on revenait, oui, à la cure et tout ce que tu en dis, et ce que ça implique peut-être dans la cure. Oui, moi je pense que c'est une très bonne question. Je pense qu'il faut revenir à ça peut-être. Oui, hein, oui. Parce que finalement, tout ce qu'on entend là montre à quel point c'est difficile de faire entendre ce que tu tentes de faire entendre, mais tu le fais entendre en écrivant quand même pas mal de choses là-dedans, pour faire entendre quelque chose de ce mouvement. Hein. Et on retombe sur des choses un peu trop précises, j'ai envie de dire. Est-ce que tu pourrais le reprendre un peu quand même dans la cure et dans la question du transfert, puisque le transfert, c'est l'amour. Enfin, l'amour de transfert. C'est ça. Et d'autre part aussi, ça se présente d'abord, on pourrait dire, sous la forme du sujet supposé savoir. C'est-à-dire le sujet qui va pouvoir savoir à la place de l'analysant, donner la connaissance. Et ça se présente comme ça. Et la question, c'est justement de renverser, ou en tous les cas de voir ce qui se cache là derrière. Parce que la question du sujet supposé savoir, naturellement, ne peut pas s'expliciter simplement par le fait, pas par le fait, bien sûr, de dire oui, je sais, je vais essayer d'être à la hauteur de savoir quelque chose pour expliquer à l'analysant ce dont il ressort dans son affaire. Donc, c'est naturellement pas ça, parce que, peut-être pour certains psychanalystes encore, mais enfin... ce n'est pas non plus de rester sur cette question de savoir ou même de ne pas savoir, de soutenir ce moment de ne pas savoir, mais c'est soutenir la question de l'objet du désir, de l'objet petit a précisément, qui est vraiment ce qui soutient la question de l'amour. Moi, je pense que ce texte est fondamental pour la pratique de la psychanalyse. D'ailleurs, il faut faire remarquer que ce texte sur le narcissisme est à peu près
le texte sur lequel Lacan va parler pendant, je pense, à peu près la moitié, si pas plus, du séminaire sur les écrits techniques. C'est absolument assez étonnant parce que le texte du narcissisme n'apparaît pas comme un écrit technique directement, en tous les cas. Et pourtant, je pense que techniquement, enfin, pour ce qu'il en est de la pratique, c'est un texte fondamental puisqu'il nous introduit précisément une question fondamentale et Lacan l'introduit très clairement dans le premier séminaire à propos de la question du transfert. Il a étudié observation sur l'amour de transfert et puis c'est là qu'il introduit, il faudrait quand même aller voir la question du narcissisme et ça va lui prendre pratiquement tout le reste de l'année. C'est assez curieux. Hein. Donc, les écrits techniques sont consacrés à un texte, enfin le premier séminaire de Lacan, donc sont consacrés à un texte qui n'est pas dans la technique psychanalytique de Freud, qui est au contraire dans ce qu'on pourrait appeler un texte théorique, et moi je dirais plus exactement un texte réflexif, c'est-à-dire où Freud revient sur sa propre, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que j'ai dit qu'il y a deux pulsions? Pourquoi est-ce que on ne pourrait pas dire comme Freud dit, parce comme Jung dit qu'il n'y a qu'une seule pulsion, comment est-ce que je dois me débrouiller avec ça? Et il ne peut le faire qu'en se déplaçant continuellement, non pas en fixant des choses en disant voilà, il y a le moi imaginaire, et puis il y a le grand autre symbolique. C'est pas du tout comme ça qu'il fonctionne. Et donc c'est à mon avis l'essence du... C'est un texte tout à fait éclairant pour nous remettre en question dans notre pratique du transfert. Mais ce qu'il me semble, c'est que d'abord, cet enfant, on ne peut... Bon, phénoménologiquement, on peut bien sûr dire qu'elle ne parle pas, ce qui ne veut pas dire qu'elle n'a pas accès à la parole. Ça me paraît un présupposé. À la parole, j'ai dit qu'elle ne parlait pas. C'est ça, je ne parle pas. Et on perçoit très bien que, avec les interventions que vous faites, elle parle. Elle parle. Et ces interventions, qu'est-ce qu'elles font? Elles bougent à quelque chose dans le développement du moi de cet enfant. Cet enfant s'est développé avec un moi, donc le développement du moi au sens de Freud, avec un moi idéal qui est entaché de toutes les tares et toutes les difficultés qu'elle a rencontrées dans sa vie. Hein. Et forcément, elle a choisi la position où, phénoménologiquement, elle ne parle pas. Vous bousculez ce développement du moi qui est en train de se faire aussi dans la cure, et voilà qu'elle parle, bien sûr, ça change tout. Je voudrais quand même insister sur ceci, c'est que ce qui est important, c'est d'avoir un cadre général de penser la chose analytique, ce dont il s'agit dans l'analyse. Et à partir de ce cadre, même avec un sujet qui ne parle pas, même avec un sujet qui ne semble pas faire des refoulements classiques, eh bien, avec ce cadre, nous ouvrons des possibilités et nous pouvons repenser les choses à nouveau. Et donc, le refoulement n'est pas, à mon avis, quelque chose qu'il faut caractériser très clairement. C'est quelque chose qui est mouvant, ça ne se réduit pas, notamment rien qu'à du savoir. C'est beaucoup plus large. Et donc, il faut penser avec ce cadre plutôt que de caractériser les choses. C'est en tous les cas ce que je pense qui est l'enseignement du narcissisme de Freud. Et qui peut peut-être nous aider aussi à entendre aujourd'hui ces dites pathologies qui ne seraient pas accessibles à la psychanalyse. Exactement. Et je crois que c'est pour ça que j'ai trouvé aussi très intéressant que tu nous relances là-dessus.